Tu disais justement en début d'épisode que tu as vendu du coup la société, enfin les produits Tweethunter et Taplio. Moi j'adore cette histoire parce que vous l'avez vendu du coup à l'Empire et à notamment Guillaume Moubèche avec qui tu étais au collège. Tu voulais vendre à l'international, mais pourquoi vous êtes parti avec l'Empire? Et nous, on était même sûr et certain qu'on allait finir par vendre à une boîte américaine. C'était trop bizarre. En fait, on a mandaté un broker américain qui allait voir plein de grosses boîtes américaines, aussi des grosses boîtes en Inde. On a parlé avec des très gros acteurs. On a parlé avec des gens de HubSpot, par exemple. Et c'était compliqué, en fait. C'était compliqué sur plein de sujets. On avait une typologie de boîte assez particulière. On n'était pas très gros. À l'époque, on était à 1,5 million d'ARR. Donc, pour ces boîtes-là, c'est petit. Euh, on avait beaucoup de churn. On était, on était un petit peu B2B, mais on était un petit peu B2B, mais on ressemblait à une boîte B2C dans les KPI. Et on avait très, très peu d'ancienneté. En fait, quand on a commencé à parler d'acquisition, on avait 12 mois de track record. C'était hyper Hmm. faible. Et donc, c'était à la fois, c'était compliqué d'avoir un oui franc de ces acteurs-là, et en même temps, les trucs que eux nous disaient, nous donnaient pas forcément envie. Ils nous parlaient de rester bloqués pendant 2 ans, de rentrer dans la culture de leur boîte, de devoir s'intégrer comme ça, comme ça. Et du coup, en parallèle du broker qu'on a mandaté, ben moi, j'ai commencé à discuter avec des gens et j'ai déjeuné avec Guillaume Moubèche de l'Empire. Il se trouve on avait recommencé à se parler à peu près 1 an avant. On avait déjeuné 3-4 fois ensemble, mais que pendant 15 ans, on s'était pas parlé, quoi. Donc c'est pas comme si on était meilleurs potes. On, je lui dis qu'on essaie de vendre, que le process d'acquisition il est un peu compliqué, et lui me dit mais moi je suis grave intéressé, quoi. Il se trouve que Guillaume, il a construit sa boîte sur la personal brand. Il a enfin, pas toute, mais une grande partie de son acquisition, c'est lui, sa présence sur LinkedIn. Et ce qu'il a fait, je trouve, est formidable. Et d'ailleurs, si on a commencé à parler de Taplio, c'est que lui, en fait, il est client de Taplio depuis très très longtemps. Lui, ça a été un des premiers au monde à dire, bah, moi, je veux que toute ma boîte soit sur Taplio. Parce que je veux que toute ma boîte, elle bénéficie, elle pousse l'Emlist sur LinkedIn. Donc il nous a dit, bah moi je veux 17 licences de Taplio, et c'était parti. Et donc après, quand il nous a dit qu'il était grave intéressé, et ben en fait il connaissait l'outil Taplio, il connaissait nos métriques, et il se trouve qu'on avait une typologie de boîte un petit peu similaire. C'est que bon, lui il est plus B2C, plus B2B pardon, mais il a des métriques qui ressemblent en termes de croissance. On avait à peu près la même trajectoire. Donc on s'est compris, il se trouve qu'on a le même âge, on a des boîtes, lui il a une boîte qui reste quand même assez petite par rapport à un HubSpot. Donc on savait que bah, si on devait rester 2 ans dans une boîte à travailler, bah, ça se passerait probablement beaucoup mieux avec lui qu'avec une boîte américaine. Et du coup ça s'est fait sur l'été 2022, on a signé et on a C'est commencé à marrant parce travailler que avec lui. je crois que c'est dans une newsletter de Guillaume où il raconte que vous avez géré ça sur WhatsApp pendant 2 semaines. Vous vous envoyez des messages et vous avez géré un peu la vente de la boîte via WhatsApp tous les deux. Ouais, la négociation des conditions et du prix d'acquisition, ça a été ouais, sur un groupe WhatsApp à 3 avec Guillaume et mon associé, quoi. Et ça c'est ça qui nous a donné confiance dans le deal aussi, c'est le fait qu'on pouvait parler assez librement. Euh, on, on lâchait bah, nos réactions à chaud et on raisonnait à partir de ça. Et donc ça s'est ultra bien passé. Et je trouve que Guillaume, il a été exceptionnel après le deal dans le fait de nous laisser les rênes de, de la boîte. Parce qu'en fait, on a structuré le deal pour réduire une grande partie du risque côté l'Empire. Dans le sens où on avait une boîte jeune, on avait un churn qui est quand même relativement important, et une acquisition beaucoup beaucoup plus importante. Donc c'est risqué pour Guillaume parce que si du jour au lendemain l'acquisition s'arrête, et ben la boîte perd 80% de sa valeur. Donc on a structuré le deal pour que 80% du prix d'acquisition soit en fait reflété par des milestones à atteindre de croissance sur les 2 années qui allaient suivre l'acquisition.
Euh, le problème, du coup, c'est que Thomas et moi, on était quand même relativement confiants dans le fait d'atteindre ces chiffres clés, mais il fallait nous laisser les rênes de la boîte. Si, Mmh. si on fixe toute la valeur de l'acquisition sur des milestones à atteindre, mais que après c'est une équipe de branquignoles qui reprend nos produits, c'est dégueulasse. Donc on a été très carré là-dessus et Guillaume nous a totalement laissé exécuter notre plan sur Twitter et Tapio et ça a marché. On a vendu pendant l'été 2022, on était un peu au-dessus de 1,5 million d'ARR. Là aujourd'hui, ça fait un peu plus qu'un an et demi, ça fait 1 an et 9 mois et on a dépassé les 8 millions d'ARR là. Donc je pense on va arriver en dessous des 10 millions d'ARR qui était la cible 2 ans après 2 ans après l'acquisition. Mais ça reste super décent comme performance. Donc là, en gros, tu restes encore dans l'entreprise jusqu'à cet été et après tu t'en vas? Ou non? Ouais, pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Après, tout peut arriver, hein. Ok. Et pourquoi, du coup, vous avez décidé de vendre? C'était quoi vos raisons de... Enfin, tu l'as dit, c'est qu'au bout de 12 mois, vous avez commencé quand même à regarder si vous pouviez pas vendre. C'était quoi les raisons qui vous ont poussé à vous dire, ok, faut peut-être vendre ce projet? Il y a plusieurs choses là. Le fait que déjà, c'était le plan dès le début. C'est que avec Thomas, ce qu'on s'était dit, c'est on vend, enfin, on bosse sur un projet, on le monte à 10K de MRR, on le vend entre 500 000 et 1 million, euh, et on recommence. Et notre vie, ça devient ça. Et bah, même si c'était le plan, bah, ça s'est pas tout à fait passé comme ça parce que le truc a grossi beaucoup plus vite que ce qu'on pensait et qu'on a fini par le vendre bien plus que ça. Et qu'on a été bloqué on a commencé cette transition, ce blocage pendant 2 ans. Donc on pouvait pas recommencer instantanément. Mais ce qui nous a conforté dans l'envie de vendre, c'est que c'est arrivé tellement vite on avait besoin d'aide, quoi. On avait besoin d'aide parce que bah, la croissance, elle était compliquée à maintenir sur le long terme. Et donc, on avait besoin de l'expérience de gens qui étaient passés un peu par là. Il se trouve que la liste avait connu à peu près la même trajectoire. Et deuxièmement, on voulait quand même se dérisquer. C'est que la croissance était tellement importante que la boîte avait beaucoup de valeur, mais en même temps, nous, on avait touché assez peu d'argent par rapport à tout ça. Et donc, on savait qu'on travaillait sur un environnement assez compliqué. Donc, il y avait quand même l'histoire de Elon Musk sur Twitter. Et en plus, sur Taplio, on n'est pas tout à fait compliant par rapport à toutes les règles de LinkedIn. Donc, on savait qu'on avait un business un peu risqué. Et donc, l'objectif, c'était quand même de pouvoir dérisquer une partie de l'aventure.